on se met le dos parce qu'il filme. Oui, voilà. Bonsoir à tous. Alors on va commencer par l'appel. Donc Francis Cazot, Frédéric Lafitte, Jean-Louis Laporte, Roselyne Lacouture, Daniel Cardone, Benoît Blanconce, Jean-Marc Bouty, ou Yves Baudin, un des deux, Bernard Labadie, Alix Lafenêtre, Gilbert Lannes, Jean Berceau, Claude Boisseau Deschouard, Cédric Pescaille, Patrice Suppy, Jean-Claude Duclas, Jean-Jacques Dehesse a donné procuration à Pierre Soupier, qui est présent, Arnaud Tauzin, Marion Bergignan, Serge Claverie, Marie-Ange Babert a donné pouvoir à Arnaud Tauzin, c'est ça? Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Jean-Marc Fabier, Elisabeth Brett, Marjorie Fotous a donné pouvoir à Roselyne Lacouture, Olivier Martinez a donné pouvoir à Alix Lafenêtre et Guy Noisat représente Sarrazy. Avant d'attaquer l'ordre du jour, je vais céder la parole à notre hôte du soir, dont je le remercie de prendre soin de nous installer dans les meilleures conditions. C'est appréciable et apprécié. Écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc effectivement, vous avez pu constater que la clim fonctionne pour l'instant à Montgaillard. Aujourd'hui, c'était important. C'est vrai pour ceux qui étaient là il y a quelques années également, nous avions eu la même température, puisque ça m'a été rappelé tout à l'heure. Donc effectivement, ça continue à fonctionner. Donc Alix, on va croiser les doigts. On va croiser. Bon, écoutez, déjà, je suis très heureux effectivement de vous accueillir ici à Montgaillard, certainement pour la dernière fois dans cette configuration. Alors effectivement, Montgaillard est un peu aux extrêmes, on va dire, de la communauté et encore plus de la future. Bon, je pense que tout le monde... Ah non, je n'avais pas encore mon bien. Ça commence, très bien. Donc, effectivement, bon, j'espère que personne ne s'est perdu. Bon, c'est pas le cas, puisque tout le monde est là, bon, très bien. Mais écoutez, je vais vous demander de respecter une minute de silence quand même en mémoire de ce qui s'est passé sur le canal Nice. Et ensuite, je repasserai la parole à Monsieur le Président pour attaquer la réunion avec un ordre du jour assez dense, on va dire. Très bien, mais écoutez, je vous remercie infiniment. Et je vais en profiter également pour remercier le Conseil de Montgaillard, une partie du moins qui est ici, et puis également la presse qui est présente également à toutes ces réunions. Monsieur le Président. Merci Patrice. Dans un premier temps, concernant le procès verbal de la dernière séance, est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? On considère qu'il est approuvé à l'unanimité? Pas d'observation? Je vous en remercie. Donc concernant la séance du jour, le premier point, dans le projet de fusion Pur-Sang Cap de Gascogne HCU, je ne fais pas l'historique, on a reçu chacun dans nos communes donc le projet de périmètre, puisque là c'est l'arrêté de périmètre qui a été, le projet d'arrêté de périmètre qui a été proposé. Donc pour mémoire, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 20 août dans chacun de nos conseils municipaux, nous avons jusqu'au 20 août dans chacun de nos conseils municipaux pour statuer sur ce projet. À défaut de délibération à cette date-là, l'avis sera réputé favorable. Et il appartient également donc au conseil communautaire d'émettre un avis sur ce projet de périmètre.
Est-il utile que l'on revienne sur les détails? Peut-être y a-t-il des questions, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas pu être présents. C'était quand le 8 juillet, donc il y a 15 jours, la présentation fiscale qui a été faite donc, par le cabinet qui nous accompagne. S'il y a des questions ou des remarques sur ce point-là. Je vais bien donc retracer un petit peu le propos rapide et succinct pour ceux qui n'étaient pas là à cette réunion. Succinct. Alors, succinct, ça va être dur. On va essayer. Alors, surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans mes propos, interrompez-moi au fur et à mesure, parce que je ne suis pas sûr que ça sera efficace si vous gardez toutes les questions pour la fin. Donc, le cabinet nous a présenté une simulation fiscale et financière que constituerait le nouvel ensemble, avec une option qui sera donc soumise à l'approbation de la future entité, et qui consiste en l'instauration d'attributions de compensation dérogatoires qui auront pour effet mécanique d'annihiler les variations de taux, en tout cas les variations de perception de fiscalité. En gros, la mise en place de ce système, si on le résume à l'extrême, chaque contribuable du nouvel ensemble aura une contribution fiscale 2017 identique à celle de 2016. Ce qui changera, c'est la composition de cette contribution fiscale entre les communes, chaque commune, et la nouvelle communauté de communes, ou les communautés de communes actuelles. En gros, enfin, vous l'avez vu dans les simulations qui vous ont été fournies, le cumul des taux communes et Comcom 2016 que nous avons mis en place et que les autres collectivités ont mis en place sera identique au taux 2017 qu'il sera proposé de mettre en place dans le cadre de la nouvelle interco. Et les variations de taux seront compensées par des attributions de compensation qui restitueront ou prélèveront aux communes, selon les cas, les variations de taux qu'impose l'harmonisation du taux communautaire. Je sens bien que c'est clair. Non. C'est une agression supplémentaire. Moi, j'ai noté quand même que nous, entreprises. Vous attendez ? C'est une adresse supplémentaire. Heureusement, de toute façon, qu'il y avait le cabinet Espelia. Bon, ce que l'on craignait, c'est que la fiscalité chez nous aurait augmenté, même s'il y a ces moyens de compensation, on va pouvoir le neutraliser. Au final, les entreprises de la communauté des communes vont avoir leur fiscalité qui vont augmenter de 1,6, certes lissée sur 5 ans, mais dans ce pays où il y a tant de chômage, aller encore matraquer les entreprises, c'est à mon avis un non-sens. Mon propos n'a pas vocation à justifier cette augmentation, parce qu'effectivement, je ne sais pas... J'ai bien lu ou pas tout à fait. Parce que c'est 0,9 points la variation pour le Cap de Gascogne, 57 000 euros de perception fiscale de plus au titre de la CFE, c'est ça. Il y a une évolution dans ce sens-là, qui correspond à l'harmonisation, puisque celle-là ne peut pas mécaniquement, enfin, il n'y a pas de règles qui nous permettent de la neutraliser par le biais des attributions de compensation ou en rebasculant entre les collectivités. Ce que l'on peut faire pour les taxes ménages ne peut pas se faire pour la CFE. Oui, oui. Après, je voudrais juste le relativiser et sans le nier, puisqu'effectivement, il y a une progression. 0,9 points, ça correspond à 57 000 euros de plus collectés que les entreprises sur un total de 1 600 000. C'est-à-dire que l'ensemble de la fiscalité collectée par la CFE pour notre budget 2016 est de 1 600 000, je vous passe les détails, je ne les ai pas en tête, et le supplément collecté par le passage de 58 à 26, 25,76 à 26,66, c'est-à-dire 0,9 points, ce correspond à 0,96
Une augmentation qui correspond à une collecte de fiscalité supplémentaire de 57 000 euros. Alors oui, ça va dans le sens que vous indiquez clairement. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises de Agenmont et de Jaune baisseront en proportion, puisqu'il s'agit d'une harmonisation de la fiscalité des entreprises et que la somme collectée sur le futur ensemble communautaire sera bien sûr égale à la somme collectée sur les 3 collectivités aujourd'hui. Oui, mais donc c'est une perte d'attractivité pour le territoire actuel du Cap de Gascogne. Puisqu'on avait fait le choix d'une fiscalité des entreprises plus avantageuse que certains de nos voisins, et par l'obligation d'harmonisation, on sera sur un pied d'égalité avec eux, sachant que dans les débats autour du SCOT, on voit bien que les zones d'activité sont en concurrence les unes avec les autres, et qu'au fond il y a plus de surface ouverte aux entreprises que malheureusement de projets d'entreprise. C'est pas une bonne nouvelle pour notre territoire actuel. Maintenant, il n'y a pas de possibilité, on fera avec, mais on ne peut pas se réjouir de cette décision. Loin de moi l'idée de m'en réjouir, simplement, c'est le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. En même temps, l'attractivité des zones d'Agenmont, par exemple, s'en trouvera donc, même si je ne pense pas que ce soit un élément déterminant, s'en trouvera accentué. Et c'est pour le coup où ça rentrera dans le pot commun de la même manière. C'est-à-dire que la perception, la différence, c'est que aujourd'hui, effectivement, on peut considérer, si on veut le voir comme ça, qu'une zone d'activité à Agenmont ou à Jaune ou à Saint-Mandé est concurrente de celle de Saint-Sevé, ou de Mourcot, pour la Comcom du Cap de Gascogne. Demain, il n'y aura plus de concurrence. Donc, premièrement, je ne pense pas avoir, je pense en mémoire en tout cas, que le taux de CFE ait été rédhibitoire et que l'évolution proposée, je ne pense pas, ne sera pas davantage. Et puis, ceux qui marchent dans un sens marchent dans l'autre. Alors on peut s'en réjouir, s'en offusquer, oui. De toute façon, à partir du moment où on rajoutera un centime de fiscalité quelque part, posera inévitablement un problème. Mais je pense que c'est dans des proportions qui, en tant que telles, n'en posent pas et qui, dans l'ensemble, ne sont pas à même de remettre en cause l'attractivité ni des zones existantes sur le Cap de Gascogne aujourd'hui, et encore moins de celles qui existeront sur la future Interco. Concernant le volet de la présentation, s'il y a d'autres questions, ou sur le projet. Moi, je pense quand même que c'est à la marge. Ça m'a semblé, pourquoi on unifie les territoires, je pense qu'on n'est pas contre les municipalités fiscales, je pense qu'on va à l'encontre d'une municipalité fiscale et c'est à la marge, 09, etc. C'est plus neuf dans le temps. Je suis plus inquiète sur le transfert des compétences. Et c'est vrai qu'il y a eu des échos un peu particuliers et c'est plus là-dessus que je pense qu'on devrait discuter entre nous avant d'aborder ces sujets-là en assemblée plénière beaucoup plus large que celle-ci de ce soir. Je note, nous avons noté le CIAS et ça me semble plus grave et peut-être qu'on pourrait parler un peu de ça parce que là les transferts de compétences vont être plus compliqués. Nous sommes probablement un petit peu en avance par rapport aux deux autres communautés et là-dessus il faudrait peut-être qu'on ait une position claire en dehors de tout débat public entre nous pour savoir jusqu'où on peut aller dans la concession, dans l'harmonisation. C'est une petite question que je me pose. J'aime pas me poser des questions toute seule sans en avoir débattu avec les autres avant. C'est pour ça que je vous en parle. Ça tombe bien que tu te poses des questions, puisque si on ne se pose pas de questions, ça ne va pas le faire. Non, simplement, plaisanterie mise à part, je voudrais rappeler le pourquoi de l'ordre
dans lequel on a demandé au cabinet de travailler et qui peut sembler anachronique, mais qui a aussi sa rationalité. On a fait d'abord, on a demandé au cabinet de travailler sur une transposition fiscale de manière à ce que, principalement, parce que c'était pour cette communauté, pour les communes de cette communauté, que ça constituait le principal bouleversement, que sur Agedmo, qui passe de fiscalité additionnelle en fiscalité professionnelle unique, donc avec l'instauration des attributions de compensation, enfin bon, ce que l'on pratique au quotidien, il y avait besoin d'y voir clair avec un état zéro. Alors, c'est pas le plus important, je serai très facilement d'accord avec toi, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Le point de départ, c'était de savoir de quels moyens on disposait et comment on les collectait, comment ils étaient répartis. Aujourd'hui, je pense que chacun a trouvé des réponses. Alors, elles ne conviennent pas, c'est autre chose. Mais au moins, chaque commune et la nouvelle entité que l'on s'apprête à créer, on connaît pour chacun des ensembles les moyens dont on dispose à fiscalité constante. Alors, c'est un point de départ qui ne sera pas le point auquel on en sera, la répartition commune-Comcom, au 31 décembre, parce qu'effectivement, tout le travail qui consiste à définir l'ampleur des compétences, les choix que nous aurons à faire, va démarrer, ce que je vous avais déjà dit aussi, dès le mois de septembre, avec la constitution de groupes de travail permanents. Enfin, on va définir ça de manière à harmoniser ce qui doit l'être en termes de compétences. Après, on a assez dit que cette loi était très précipitée. Moi, le premier, je l'ai dit, et je pense qu'on en a tous conscience, que le délai qui nous était imparti était presque déraisonnablement court. Donc je pense qu'il faudra que l'on utilise, et ça ce seront des choix que nous ferons ensemble, que l'on utilise aussi le maximum de temps que nous impartit cette loi pour l'harmonisation ou le choix de fonctionnement d'exercice de compétences que l'on souhaitera faire. Et je prendrai deux exemples pour lesquels on va se poser les questions tout au long des mois à venir, mais juste pour que vous ayez en tête le temps dans lequel on doit répondre aux questions. Parce que si on veut tout faire pour le 31 décembre, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, hein. On ne va pas rêver, on n'aura pas tout calé. Enfin, je ne vois pas très bien comment ça peut se faire. Le CIAS, qui est une des charges importantes et aussi une activité importante, qui est une marque forte de notre communauté de communes et auquel je crois nous sommes attachés. Le délai, alors c'est une compétence optionnelle, je ne me rappelle jamais des noms, on va faire moi. En tout cas, on a jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'harmoniser dans les faits. Donc, je pense, on va y travailler dessus dans les mois qui viennent, mais que le plus raisonnable est d'harmoniser ce qui a à être harmonisé, ce qui est déjà en commun. Et dans les premiers examens, la politique enfance-jeunesse est commune aux 3 territoires, avec des niveaux différents, mais elle est commune aux 3 territoires, et que les volets qui constituent des différences, on a 12 mois de plus pour les harmoniser. C'est-à-dire qu'on peut continuer à fonctionner avec le système actuel pendant 12 mois. Un autre exemple, tout aussi parlant, et qui à mon avis nécessitera aussi de longs débats, la voirie, elle, est une compétence facultative. Donc on a 2 ans. Alors, je ne dis pas qu'il faudra utiliser les 2 ans, que peut-être on pourra essayer d'aller un peu plus vite, mais pour ceux qui, je regarde Jean-Claude parce que je sais qu'il en fait partie, pour ceux qui s'y collent, qui sont à la commission voirie, donc qui savent comment ça marche plus dans le détail, ou Cédric, je veux dire, on ne va pas se raconter l'histoire. D'ici le 31 décembre, on ne va pas mettre en place un système qui fonctionne en quasiment triplant la longueur de voirie, avec une histoire qui est différente, des processus. Enfin, je veux bien le croire, faire semblant de le croire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis il faut s'accorder le temps qu'on nous a accordé, compétence par compétence. Il y a des choses qui, elles, doivent être tranchées au 1er janvier 2017, de par la loi, toujours. Les zones d'activité économique. Il n'y a plus de zone d'activité économique communale. Alors, dans
notre cas, vous allez me dire, c'est assez simple, puisqu'il n'y en a pas. Toutes les zones d'activité sont intercommunales. Mais sur Agenmont, ben, ça fait partie des choses qui devront être traitées, pas en 2017, qui doivent être opérationnelles, c'est-à-dire s'il y a des transferts de propriété, s'il y a des transferts de gestion, ils doivent être effectifs au 1er janvier 2017, dès la mise en œuvre du nouveau périmètre. Donc voilà, en gros, à partir du mois de septembre, et en ne perdant pas de vue les délais dont on dispose, ou ceux dont on ne dispose pas, le travail que tu soulignes et qui est nécessaire à juste titre, Claude, sur l'exercice des compétences, démarrera. Avec un équilibre budgétaire qui est à zéro, dans les meilleurs des cas. Pardon? Équilibre budgétaire de la fusion à zéro. Alors, ça c'est un choix que nous aurons à faire. Moi, c'est une question que je me suis posée parce qu'ils l'ont dit. Non, on ne va pas se raconter l'histoire. Avec les mêmes moyens, on fera les mêmes choses. Grosso modo. Et un endettement jusqu'à 2025. Pardon? Un endettement jusqu'à 2025, qui est assez élevé quand même. Oui, alors l'endettement, voilà. L'endettement, c'est encore une autre paire de manches parce qu'il y a une chose, là en l'occurrence, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la présentation qu'en a fait le cabinet. Les chiffres sont parfaitement exacts. Il y a une disparité, c'est-à-dire qu'il y a un cumul de l'endettement de l'EHPAD avec le budget général des Comcom. C'est quand même pas la même histoire. Mais oui, c'est ça. Alors je reviens par contre à un truc, c'est-à-dire à fiscalité constante. À fiscalité constante pour faire les mêmes choses. Si, par anticipation, on décide au premier... Alors, on va prendre le contre-exemple de ce que je disais. Pour la voirie, on décide de tout faire en enrobé et puis d'y mettre plus que le cumul de ce que l'on mettait les 3 intercos. Bon, on va pas se raconter l'histoire. Hein. Ça nécessitera des ressources nouvelles, donc moins de dépenses dans d'autres domaines, des arbitrages pour ce qui nous concerne, ou un recours à la fiscalité. Je ne pense pas que les dotations vont se mettre à augmenter en 2017 spontanément. Donc, entendons-nous bien, pour faire les mêmes choses, pour les redispatcher à même montant, il n'y a pas de raison d'impacter la fiscalité d'emblée. Après, ça dépendra des choix qui seront faits, que nous ferons ensemble avec nos futurs collègues. Moi, je partage la vision de Claude. Sur l'état des comptes. Disons les choses telles qu'elles sont. La situation cumulée des 3 Comcom sera très tendue. S'il n'y avait pas eu la fusion, la situation de notre Comcom n'est pas bonne sur un plan budgétaire. Et quelque part, il pensait avoir épousé une mariée riche en épousant Cap de Gascogne. Je pense que des 3, nous sommes celui qui sommes dans la meilleure des situations financières. Mais je ne crois pas qu'il faudra qu'on se donne le temps maximum pour la fusion des Comcom. Et je crois qu'il faut qu'on se mette au travail le plus tôt possible sur des choix qui seront douloureux entre nous. Parce que ça impacte des transferts de compétences, des fois de communes vis-à-vis des Comcom, et donc des calculs d'attribution de compensation. Et donc il y aura des enjeux financiers importants. Et donc je pense qu'il faudra régler un maximum de choses dans un arbitrage global le plus tôt possible. Je ne suis pas sûr que d'attendre soit le plus favorable. Dans cette idée-là, moi, il me semble, le cabinet fait un très bon travail financier, mais il serait très bon que, commission par commission, qu'il y ait des groupes de travaux qui se mettent en place. Qu'on aille voir la voirie, par exemple, des 3 Comcom se réunissent pour qu'on échange sur comment chacun gère et qu'on voit nos disparités. Il ne faut pas oublier, à mon sens, et j'en reviens à la situation financière, que de fusionner 3 Comcom doit être l'occasion de faire des économies sur les frais de structure. Ça sera sûrement des décisions difficiles, mais des décisions des fois difficiles aussi à annoncer, mais sur des postes d'encadrement, sur des postes de contractuels, il y aura des économies à faire. Ça sera à la marge, mais à la région,
nous dit que de fusionner les 3 régions ne peut pas générer d'économies. Ce n'est pas possible. C'est des choix. Je crois qu'il faut profiter de cette fusion pour faire des économies, pour rétablir une capacité à investir et donc à offrir des services à nos administrés. Premièrement, l'économie en année 1, à mon avis, ça n'existe pas. Parce que les structures existent et le fait de les compiler ne génère pas d'économie en soi. Et après, on fera au mieux. L'histoire de faire vite pour les retours au niveau communal, il y a alors. Non seulement la loi nous donne un peu de temps, puis ça tombe bien qu'elle nous le donne, parce que si elle ne nous le donnait pas, ça poserait un problème fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre un exemple tout bête. Imaginons que l'on décrète que la voirie retourne à l'échelon communal, que la nouvelle Comcom ne le gère pas. C'est pas sur cet exemple-là. Non, mais C'est très bien que sur le social, non. les médiathèques, les piscines, Je me permets justement de prendre un contre-exemple parfait pour expliquer le pourquoi on ne peut pas le décider avant le 31 décembre. Parce que pour retourner à l'échelon communal, il faut un vote de la nouvelle entité qui se dessaisit de la compétence, même si elle n'était exercée que sur une partie de son périmètre. Donc, de facto, même les dispositifs pour lesquels on n'a qu'un an, on ne peut pas, sauf à s'en dessaisir, nous ou d'autres, avant, on ne peut pas le faire avant le 31 décembre. Est-ce que je suis clair? Sauf si les 3 le font. Voilà, il faut plutôt convaincre l'Assemblée générale d'accepter le mieux pour les administrés. En fait, on doit tirer vers le haut, donc nos convictions doivent être parfaites quand on va se battre sur des sujets, c'est-à-dire que ça concerne une majorité ou des minorités, et il faut se battre sur l'égalité du traitement des administrés. Et je pense que c'est là-dessus que je dois avoir un mot d'ordre fort et se battre toujours dans ce sens sur ce point précis. Cette idée-là, il doit y avoir un projet de territoire. Il doit y avoir un projet politique. J'ai peur quand, traitant des sujets optionnels ou facultatifs après coup, qu'on nous dise bon, il n'y a plus d'argent, donc on les laisse de côté. Or, il y a là-dedans des sujets qui me semblent primordiaux. Et donc, comme on a une situation financière attendue, on ne peut pas, à mon sens, les traiter les unes après les autres. Alors, c'est une question de timing, mais il doit y avoir à un moment ou à un autre un arbitrage sur une vision politique du territoire. En ce sens, c'est vrai que sur le social, on a des points d'avance sur nos collègues. Moi, il me semblerait naturel, par exemple, que le Midibus, qui est un service qui coûte 32 000 € à l'année, et qui est un service innovant qui fonctionne. Je ne vois pas comment on pourrait continuer à le faire fonctionner chez nous, et que ce service n'existe pas dans les 2 autres territoires. Ou alors, on n'est plus dans un territoire commun. Mais si on est dans un territoire commun, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 2 ou par 3 ce coût-là. Et donc, il faut qu'on l'intègre dès le départ dans l'hypothèse pluriannuelle de financement. Parce que ce sera autant d'argent qu'on n'aura pas pour faire autre chose. Et donc, à mon avis, l'arbitrage budgétaire nous obligera, malgré tout, assez rapidement à avoir un projet sur ce territoire. Ce territoire a des atouts, ce territoire a aussi des contraintes. La disparité des politiques que nous menons doit nous amener rapidement à essayer de tomber d'accord entre nous sur où sont nos priorités, quelle est la politique qu'on a envie de mettre en œuvre pour nos concitoyens, tout simplement. Parce qu'il y a aussi dans les autres territoires des choses qui fonctionnent très bien qu'on n'a pas, qui peuvent nous servir d'exemple. Je pense que ce qui est important, c'est, en premier abord, c'est de se donner un objectif, c'est-à-dire que nous, communauté de communes, qu'est-ce qu'on veut conserver, tout simplement, hein, absolument, et effectivement, qu'est-ce qu'on souhaite que les autres communautés, puisque vous parliez de tirer vers le haut, mais s'il y a quelque chose qui nous semble, on va dire, très valorisable et valorisant et important pour la communauté commune du Cap de Gascogne, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas important pour les autres, si elles ne l'ont pas surtout. Et je crois que ce qui est important, c'est avant d'arriver à ces dates butoirs et fatidiques, c'est de lister, puisque chacun donne des exemples divers et variés,
quelles sont les compétences qui nous semblent non discutables ou négociables. Je le redis, c'est tout le travail qui commence dès la rentrée sur l'harmonisation des compétences. Et je suis ravi de voir que le minibus est un service qui ne fait plus débat, par exemple. Donc effectivement, je partage l'idée que nous aurons des arguments à faire valoir et que je pense en plus qu'on n'aura pas à batailler beaucoup parce que pour avoir déjà largement échangé avec certains de nos collègues, de nos futurs collègues, ceux qui connaissent les services se posent plus la question de savoir comment est-ce que la nouvelle entité pourrait leur proposer plutôt que de les faire disparaître. Donc, je veux dire, je suis pas très inquiet sur les choix qui sont faits. Je suis aussi inquiet que vous sur les moyens dont nous disposerons pour les mettre en œuvre. Ça, ce sera une constante. Mais après, dans un premier temps, moi, je veux bien que l'on se lance dans des grandes phrases, des projets de territoire. Enfin, il faut quand même pas perdre de vue que dans un premier temps, il faut faire marcher la machine au 1er janvier. D'accord ? Et les projets de territoire, on va les faire à 50. Donc oui, mais le projet de territoire, on ne va pas se dessiner en 6 mois. Si. Mais le social, on l'aligne par le haut, on l'aligne par le bas, parce que ça, c'est pas clair aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à s'appuyer sur la DNR, sur la DNR, ou est-ce qu'on pense qu'il y a un risque que petit à petit ne puisse pas suivre l'évolution des besoins, et donc il faut qu'on renforce le pôle public en accès à la service à domicile sur l'ensemble du territoire. C'est un choix. Tout à fait. Ce sont les choix qui nous appartiennent. Donc, pour en revenir à des choses, moi je suis inquiet sur certaines des politiques. On a un OPH, c'est à l'ordre du jour, qui est très important pour Sainte-Soline. Je sais qu'on va rencontrer normalement avant la fin de l'année une convention qui va nous lier à l'État sur cette question. C'est un enjeu important, mais il vaut mieux le franchir avant qu'on s'en fusionne avec les autres. On a la médiathèque, alors là, du jour. Ça fait partie des sujets sur lesquels je ne vois pas clair dans la prochaine émission. Ça concerne les besoins de nos domiciles. Ah, mais si on avait toutes les réponses, le débat ne serait pas de voter sur le projet d'arrêté de périmètre aujourd'hui. Entendons-nous bien. Ce n'est pas une question de réponse, c'est de se donner des objectifs, mais qui sont peut-être à minima. Mais au moins qu'ils soient clairement identifiés comme quoi c'est des bases que la communauté de communes, c'est non négociable, tout simplement. Ah, Si on commence à dire aux autres c'est non négociable, ben, moi je ne suis pas commercial de formation, mais les choses non négociables, on sait comment ça finit. Hein, donc, on va le faire, on va je pense. Non, mais il faut se dire la vérité, se dire les choses. Est-ce qu'il y a d'autres... Hein? Ah non, les 29 et tout le monde a la parole. 74. Donc on a débattu du travail, mais là on doit donner un avis au préfet qui de toute façon nous a évoqué qu'il pouvait passer outre et qu'il passerait outre. Donc on vote pour du beurre. Alors pourquoi nous demander ce soir de voter alors que les dés sont jetés depuis bien longtemps, et j'aurais même tendance à dire qu'ils sont pipés depuis le début. Puisque le préfet ne nous a pas consultés dans la préparation de son schéma, on a appris en réunion à la préfecture le projet de périmètre, il n'était pas venu vers nous, il n'en a appelé aucun de nous. On a fait part de propositions alternatives, elles nous ont été refusées. À Saint-Sevé, on a souhaité associer la population pour une consultation, on en a été interdit. Aujourd'hui, à quoi bon voter alors que le préfet à maintes reprises a annoncé qu'il
qu'il pouvait passer outre et qu'il passerait outre. Je n'oublie pas de mentionner que la SDCI, y compris dans des territoires où les maires à l'unanimité étaient contre le projet de fusion, la SDCI a voté pour ce projet de fusion. Donc pour moi tout ça n'est qu'une mascarade de démocratie à laquelle nous ne voulons pas nous associer et prêter du crédit à une démarche qui est antidémocratique depuis le début. Et dans les temps qui courent, la démocratie est remise en cause. On ne peut pas s'associer à cet État faible malheureusement avec les forts et fort avec les faibles. Nous ne participerons pas, pour les 8 élus de la majorité des SNCV, à ce vote. Dont acte. D'autres commentaires? Non? Donc, concernant le projet d'arrêté de périmètre tel qu'il vous a été proposé, qui s'abstient? 2 abstentions. Qui vote contre? Qui est pour? Je vous remercie. Juste un commentaire concernant le passer outre. Je ne suis pas sûr, puisque les directives vont dans ce sens-là, que les préfets passeront outre des majorités qui s'opposeront à des projets. Si quand on a déjà eu la même discussion il y a 6 mois, j'aurais souscrit assez facilement à ton propos. Aujourd'hui, je ne le crois pas. 100% des communes du canton de Montfort étaient contre le projet, la SDCI nous a imposé de fusionner. Alors, moi, si vous appelez ça de la démocratie, pour moi, ce n'est pas de la démocratie. Quand la loi a permis au préfet de passer outre, ils lui ont rappelé, elle nous l'a rappelé, elle pouvait passer outre. Moi, ce que nous dit le préfet un jour, qui contredit le lendemain, moi j'ai comme une certaine perte de confiance. Donc, moi, je regarde ce qui est dans la loi. Oui, oui, moi aussi. Et dans les ordonnances qui vont avec. Cette loi est une mauvaise loi. Comment peut-on décider au 27 août qu'on doit fusionner 16 mois après, à la va-vite, précipité, sans associer la population, et pour quel motif, un tel objectif? On va refaire les débats que vous avez eus. Moi, je ne peux pas m'associer à cette matière. Les votes ont déjà eu lieu, pourquoi on revote? Je prends bonne note. Deuxième point à l'ordre du jour, le Fonds national de péréquation. Donc, comme cela vous a été proposé dans le cadre du DOB, il a été proposé sur le budget 2017 que la communauté des communes prenne en intégralité la contribution de 511 407 €, puisque c'est le montant définitif qui nous a été notifié au mois de juin. Je vous rappelle les conditions de mise en œuvre de cette répartition dérogatoire libre. Elle nécessite l'unanimité du Conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il est nécessaire de revenir, de repréciser les choses concernant ce point? Non? Je vais mettre au vote tel quel, c'est clair pour tout le monde. Donc, qui est favorable à la mise en place de l'application dérogatoire libre consistant à prendre les 511 407 € en totalité par le budget communautaire? Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, on va mettre bien en œuvre tel que cela vous est proposé. Point numéro 3, développement économique, viabilisation des terrains de Bernadotte pour l'établissement Grabé Bido, en bas à Péry. Donc l'estimation des domaines fixe le prix à, que je ne disais pas de sottises, il vous a été transmis, 73 000 €, soit 8,57 € hors taxe le mètre carré. Et il vous est proposé de prendre une délibération en le vendant à 68 000 €, soit 7,93 € le mètre carré, pour les 8 572 mètres carrés cessibles. Alors, on est
en dessous de l'estimation des domaines. Pourquoi ce montant-là et pas un autre? Il correspond aux charges de la Comcom pour le viabiliser, l'acheter et le viabiliser. C'est-à-dire qu'à 68 000 €, c'est une opération neutre pour la communauté de communes. On ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas. Et donc cela nous permet de le rétrocéder un peu en dessous de l'estimation des domaines, certes, mais à un prix surtout défiant toute concurrence concernant des terrains viabilisés en zone urbanisée, ce qui constitue à mon sens une aide plus que tout à fait significative à l'entreprise en question. Des questions sur ce point-là? Non? Donc, qui s'oppose à ce que l'on vende ces terrains à 7,93 € le mètre carré, qui s'abstient. Donc, dès que ce sera matériellement possible, puisqu'il y a encore quelques étapes, notamment d'enregistrement de l'acte d'acquisition initiale qui ne sont pas encore faits, nous pourrons procéder à la rétrocession des surfaces cessibles à l'entreprise Grave et Bidon. Le point suivant, le point 4, il nous a été proposé avec le projet de convention en annexe de délibérer sur une convention de délégation au département des aides à l'immobilier d'entreprise. Alors, si la question c'est qu'est-ce que c'est, en gros, on ne s'en est jamais occupé. Jusqu'à maintenant, le département avait dans sa politique économique une aide à l'immobilier d'entreprise qu'il avait le droit de faire de par sa compétence générale. Depuis la loi NOTRe, le département n'a plus compétence générale, donc n'a plus compétence en la matière pour allouer une aide à l'immobilier d'entreprise. Ce sont les intercommunalités qui ont cette compétence-là. Au niveau du département, il y a des projets en cours qui étaient, pas sur notre territoire en l'occurrence, mais qui allaient bénéficier de cette aide-là. Donc, le département nous propose pour la fin 2016 de conventionner de manière à ce que, s'il en venait à émerger, le dispositif préexistant puisse continuer à être appliqué. Cela ne va pas à l'encontre ou ne contrevient pas aux aides économiques, et ça fait partie du point suivant que nous dispensons au titre de la communauté des communes. Ce sont deux choses différentes, donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien continuer à déléguer la partie sur l'immobilier d'entreprise au département, tout en conservant la faculté de mener à bien le système d'aide que nous avons mis en place il y a 1 an et demi maintenant. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon, je pense qu'on ne va pas voter contre, c'est pas ça, mais ça pose quand même un questionnement sur les lois qui sont votées dans ce pays. On vote des lois, les départements qui ne devaient pas exister existent toujours, avaient une compétence qui n'ont plus, et on fait des conventions pour contourner les lois qu'on a votées. C'est quand même problématique. C'est une réflexion générale. N'étant pas législateur, je n'aurais aucun mal à trouver cela inutilement compliqué aussi. Il y a un point qui m'échappe. Est-ce que les Comcom se voient au travers de la loi NOTRe dotés de fonds qui vont permettre aux communautés de communes de remplacer le département dans l'accompagnement dans l'immobilier d'entreprise? Parce que autant je sais qu'entre la région et le département c'est compliqué. On s'est donné aussi jusqu'à la fin de l'année pour harmoniser tout ça. Parce que normalement, si une compétence est enlevée à quelqu'un et transférée à d'autres, il doit y avoir les moyens qui vont avec, qui doivent suivre. C'est un point constitutionnel. Je ne suis pas non plus constitutionnaliste, mais en l'occurrence, non, il n'y a pas de fonds qui suivent le transfert de cette compétence. Mais je ne dis pas que c'est pas normal, tu me demandes s'il y a des fonds. En l'occurrence, la réponse factuellement est claire. Il aurait fallu inverser les conventions, que le département nous transfère des fonds pour nous aider à financer. Alors juridiquement, ça aurait été pas possible, mais il y a là quand même quelque chose qui est complètement ahurissant, parce qu'on finit par faire des lois, comme dit
très bien clair, parce que les financements ne vont pas avec, on contourne. Fermons la terre. Une question technique, est-ce qu'il faut que l'ensemble des Comcom délibèrent dans le même sens pour que ça puisse être exécuté au niveau du département ou pas? Non, c'est pas l'ensemble des Comcom, c'est territoire par territoire. Si le Cap de Gascogne veut transférer le truc et qu'il y a des projets, le département aura compétence sur le territoire du Cap de Gascogne pour accompagner à la mesure du règlement et de la convention qui vous a été distribuée. Si le Cap de Gascogne ne délibère ou délibère négativement et tout le reste du département, ou 15 communes Comcom favorablement, ben le département exercera cette compétence là où il a reçu délégation pour la recevoir. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour la fin de l'année. Oui. Aujourd'hui, pour personne sur le territoire. Au cas où. On est toujours à part de la signer. Oui, pense. Sauf que. Ah non. Oui, oui, non. T'es obligé à rien. Pourquoi est-ce qu'on la signe aujourd'hui? Les projets immobiliers ne vont pas sortir Ouais, je suis pas. On revient à la situation précédente, sauf que c'est vrai qu'on fait un aller-retour. Oui, mais Et ne pas la signer, je veux dire, ça va est-ce pas. qu'on a un projet d'ici la fin de l'année 2016 ou pas? Est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux ou pas? S'il n'y a pas de projet dans les tuyaux, pourquoi est-ce qu'on signe une convention? Pourquoi est-ce qu'on fait de la paperasse en plus? Si éventuellement il y a un projet, là, on peut faire une convention lors de la prochaine réunion. Si on le fait aujourd'hui, on n'aura pas le faire au moment du projet. Je veux dire, pour la situation. Non, la question c'est. Si c'est La question la c'est. situation précédente, alors certes, il va y avoir un aller-retour qui paraît inopportun, certes, mais moi, le but c'est quand même pour les entreprises, c'est que le département puisse continuer à le faire. Bon, après, d'accord. C'est la soirée, monsieur. C'est une question de position de principe. Non, mais la vraie question, c'est. Je comprends, mais quel est véritablement, au fond, le problème que ça vous pose? Non. Si ce n'est qu'il y a un aller-retour administratif, Non, le problème de ça, c'est qu'on signe encore une convention, et ça fait encore de la paperasse en plus, et c'est pas des allers-retours. Et s'il n'y a aucun projet, je ne vois pas pourquoi signer une convention. Mais bon, c'est une classification. D'autres questions? D'autres remarques? Donc, qui s'abstient sur l'autorisation qui vous serait faite de signer cette convention, qui s'y oppose. Donc, on signera la convention, même si elle risque de ne servir à rien. Les propositions d'attribution. Ah, si on a signé des trucs qui servent à quelque chose, ça se sauve depuis le temps. Point numéro 5. Proposition d'attribution de subventions en vertu du règlement communautaire d'aide aux entreprises. Donc il vous est proposé, je vais laisser Claire le présenter, ce sera plus simple. Alors, je vais proposer une aide en faveur du relais de la Chalosse sur la commune de Conin, qui veut rationaliser son restaurant et faire une deuxième salle. La nature totale des dépenses est de 24 174,53 € et la subvention que nous avions votée est de 20% des dépenses hors taxes éligibles et serait de 4 834,91 € si vous en étiez d'accord. Et on a un autre dossier qui est le dossier de la tour fermier sur la zone d'Escalès. C'est ces agriculteurs qui se sont regroupés et qui veulent faire aussi des travaux d'enseigne, notamment pour 5 680,94 €.
pour mettre en place une climatisation et de la signalétique. Et la subvention serait de 1 136,18 €. La commission qui s'est réunie a voté favorablement à ces aides. Des questions? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions pour l'attribution de ces subventions? Des oppositions? Je vous en remercie pour eux. Point numéro 6, l'étude donc préopérationnelle de l'OPA. Donc, en conformité avec les délégations dont j'ai disposé, on a pu signer le contrat avec le cabinet Solia qui a été retenu pour mener cette étude opérationnelle, cette OPA, avec le plan de financement que vous avez en bas. Donc il n'y a pas de vote sur ce point-là. Oui, enfin, il n'y a pas de vote sur l'attribution du marché, puisque je précise que ça faisait partie des décisions. Et ce qu'il nous faut voter, c'est les demandes de subvention donc à l'ANA, dans le cadre de cette étude opérationnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet global de l'APA, pas sur le sujet de la délibération, la demande de subvention? Je ne pense pas qu'elle fasse débat en soi. Moi, je me réjouis que le PLH ait abouti rapidement sur un OPH. Ça permettra d'essayer de mobiliser d'ici la fin de l'année au travers d'une convention des fonds de l'État pour essayer de traiter la vacance, puisqu'à Saint-Sevé, sur le cœur de ville, on a une vacance en augmentation qui atteint quasiment les 260 logements. Donc même si on est une ville vivante, attractive, on a dans le cœur ancien une vraie difficulté, une vacance qui a tendance à vieillir, avec vraiment des bâtiments qui sont en train de sortir complètement du marché. Donc j'espère qu'on pourra conclure tout ça avant la fin de l'année. Je précise juste. Simplement pour ajouter à ce qu'a dit Arnaud, c'est qu'on ne traite pas simplement de la vacance, mais enfin vous l'avez marqué, si l'habitat indigne est dégradé, l'économie d'énergie, les personnes âgées à mobilité réduite, enfin inciter leur maintien à domicile. On a vu une réunion, c'est hier après-midi, avec donc, le cabinet Solia qui a été retenu et les services de l'État. On a un engagement, on peut le dire, des services de l'État qui nous ont promis qu'on pourrait valider ça jusqu'au 31/12 avec le cabinet et que donc les actions engagées jusque-là perdureront sur la nouvelle entité. C'était quand même ce qu'on voulait valider avant la fin de l'année. Donc ça, a priori, c'est acté. C'était quand même l'objectif qu'on s'était fixé sur le PH. Tout à fait, il y a donc les différents volets d'intervention sur, en plus de la vacance, et qui concernent tout le territoire. Et qui est importante, elle aussi, ou tout autant. Concernant le plan de financement, est-ce qu'il y a des oppositions à la sollicitation de financement, des abstentions? Je vous en remercie. Concernant le volet tourisme, Marion, oui. Je vous propose d'exagérer, puisque le budget a été mis par rapport à l'année précédente. On a 18 000 € de subvention à allouer aux associations. On a déjà évoqué en conseil d'exploitation puis en nouveau. Vous donner le même montant aux associations qui sont donc les Vasconiades, Jazz et les Incartables, à hauteur de 10 000 € pour les Vasconiades, 3 000 pour les Jazz et 5 000 pour les Incartables. C'est-à-dire exactement la même répartition, puisqu'on avait le même budget que l'année précédente. Donc ça c'est pour le point numéro 7, et puis pour le point numéro 8. Si tu permets, je le mets au vote d'abord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pas vraiment. Ça va. Je peux vous permettre, je vois que j'ai cru entendre par rapport à Célia, M. Ferron.
J'ai posé la question. Donc, par rapport au kayak, la demande que vous avez faite, alors après Marcel, dans l'expression de disponibilité, effectivement, moi je rappelle qu'on a voté à l'eau, donc on a la même part de pour les demandes ensuite. Tout ce qui concerne le kayak, on a des demandes après. La question la plus simple, c'est la proposition du conseil d'exploitation. C'est oui, c'est non. Le kayak, il n'y a pas, comme tu le vois, il n'y a pas de financement prévu au titre en subvention. Non, ça n'a jamais été prévu. C'était une question qui a été posée en bureau. Ça faisait partie des demandes supplémentaires. C'est tout ce que je vous ai dit. Ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Je vous avais listé la totalité des demandes. Le kayak en faisait partie. Le conseil d'exploitation a statué sur cette proposition de répartition. Comme le conseil d'exploitation n'a pas voix délibérative sur l'attribution des subventions du budget annexe de l'office de tourisme, c'est le conseil communautaire qui doit délibérer les subventions. C'est tout ce que je vous ai dit. Puisqu'on parle du kayak, on peut rappeler qu'ils ont fait presque 1000 descentes de l'Adour l'an dernier sous une forme de tourisme en juillet et en août. Ils partaient de Montgaillard jusqu'à Saint-Sevé, de Saint-Sevé à Toulousette, donc c'était déjà dans une approche communautaire. Ils nous ont fait plusieurs devis, plusieurs budgets, le canoë. Un budget avec beaucoup d'investissement, un budget revu à la baisse avec moins d'investissement, notamment au travers il y a trois problèmes pour la pérennité de cette activité. Un, le local, la mairie qui en est le propriétaire, la réhabiliter. Deux, obtenir un brevet d'État qui puisse accompagner et encadrer les familles. Donc la mairie avait financé la moitié du coût de ce brevet d'État par une subvention de 4 000 € l'an dernier. On l'a renouvelé cette année. Le troisième, c'est d'avoir des ressources pour renouveler le matériel, notamment ils veulent évoluer vers le stand-up paddle, et ils ont un camion et une camionnette qui a un certain âge. Donc ils avaient fait à ce titre des demandes de 2 collectivités de subventions plus fortes. Ils n'ont pas fait l'objet effectivement de subventions numéraires, mais d'après ce que j'ai compris, l'Office de tourisme les a accompagnés notamment dans la commercialisation de l'impression de flyers, qui est au fond une subvention pas déguisée, mais enfin c'est un appui, et le démarrage de la saison est correct. Ils ont fait d'ailleurs une compétition le 14 juillet qui était la Kumbat, la Koulaker. Au fond, on pouvait longer la tour en courant, puis après il y avait des épreuves et du kayak au milieu, et il y a eu 80 personnes, donc ça a très bien marché. Espérons qu'il fasse beau. On ira tous avec nos familles dans les semaines à venir descendre. Ce sera une contribution de chacun d'entre nous à cette association. L'intérêt général, c'est quand même de développer le tourisme, on est bien tous d'accord. Donc je pense qu'il faudrait définir des règles, que des dossiers de demande de subvention soient déposés correctement selon une maquette définie avant le 31 décembre, de façon à ce qu'ils soient examinés très objectivement, intérêt touristique ou pas pour le territoire, avant les budgets. Ce serait bien. Et ça, je pense que ça manque un peu. Je voudrais bien voir les demandes de subvention, sous quelle forme ils sont rédigées, l'intérêt pour le territoire, l'intérêt du développement et l'intérêt d'investissement. Je pense qu'on manque de certaines données. Donc on a le kayak qui est un intérêt touristique évident. C'est bien, mais c'est un peu, on a l'impression que ça arrive un peu comme ça derrière et c'est des petits bidouillages. Ce serait bien que ce soit déposé d'une façon claire et d'évaluer avant le budget. Après, moi je rejoins effectivement le budget, Marcel, si je peux me permettre, a été voté avant les demandes. Donc on doit faire une règle et faire des dossiers examinés avant le budget. Et en même temps, les budgets sont votés au mois de mars depuis 1905, donc voilà, ça va, on le sait qu'ils sont là. Donc les demandes sur les faits, on les fait en temps et en heure. Ça me plaire aussi. Non, mais les assos demandeuses, elles doivent déposer un dossier comme nous on fait, une demande de subvention. C'est donc les budgets sont tous à la même époque et on fait des noms d'avant. Et les assos doivent le savoir comme tout le monde. Et que ce soit fait clairement. Et qu'on n'ait pas des rajouts ou des machins dernière minute. Alors, il y a 2 choses, Marcel, si je peux. Je crois qu'on a une particularité là, parce que par exemple, au Martin, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas le conseil d'exploitation, c'est pas l'office de tourisme qui gère les subventions. C'est l'ADNO directement. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est juste annexe.
À la fin, c'est Effectivement, eux qui payent. l'année prochaine, on sera en structuration, d'avoir effectivement une date officielle, même si elle est peut-être trop tôt. Bon, si on n'a que ça comme problème dans la fusion des offices de tourisme, fixer la date à laquelle il faut déposer les dossiers, Non, mais je au peux te moins, ça garantir réglera que... le problème-là Mais qui a ceci été dit, ça n'est un aussi, il faudra qu'on le Pour règle. l'année prochaine, il faut fixer simplement date, au-delà de la date. Oui. On peut souvent les choses d'une manière différente. On a 3 propositions touristiques de plus il y a 3 ans sur notre territoire. On a des centres de kayak depuis l'an dernier. On a un festival de jazz qui a amené 5000 personnes, 170 voitures anciennes. Le week-end dernier est passé d'1 jour et demi à 3 jours. On a les Vasconiales qui ont attiré 7000 visiteurs l'an dernier payants et qui cette année rajoutent un spectacle de plus. Et les chambres d'hôtes et les métiers qui vivent du tourisme comme la restauration, dans les bilans qu'on a fait avec eux, nous disent que ces festivités-là sont des surplus d'activités très importants pour leur équilibre budgétaire. Alors, on connaît des problèmes de répartition, de savoir comment on fait face à l'accompagnement de ces activités-là. C'est toujours la difficulté de l'utilisation de fonds publics, mais chacune de ces associations est des points de compétition. Donc, l'objet d'une demande en bonne uniforme qui répond aux critères de la notification de Manuel Valls. Donc, sur l'attribution de subventions telles que vous ont été présentées, qui s'abstient? Oui. Je rebondis sur ce qu'a dit Claude, donc effectivement, fixer la date pour que le dépôt des associations. Simplement, parce que ça clôt le débat. Ça, on peut se décider ce soir, ça différent. Non, mais honnêtement, c'est prévu. C'est pas de bol parce qu'au 1er janvier, il n'y aura plus qu'un noté au lieu de 3. Donc il faut qu'on l'accorde aussi. Il faudrait que ce soit clair par rapport à Alors je suis d'accord avec Claude qu'il faut que ce soit clair dans le fonctionnement. S'il y a plus de demandes, tant mieux. Après, il faudra mettre les moyens. Mais tant mieux, il y a plus de demandes, c'est ça qu'on souhaite. Et si c'est le même sujet. Donc s'il n'y a plus de questions, cette fois-ci, j'y reviens. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette répartition qui nous est proposée? Des oppositions? Je vous remercie pour l'actualisation des tarifs d'office de tourisme. Est-ce que tu en as le détail? Alors, ça concerne les cartes de tarifs. C'est des tarifs aux alentours de 10 euros. C'est 10,90 €, c'est 10,90 € pour les petites enfants qui concernent le brasserie. Un atelier dégustation fabrication tourtière à 10 € et un pot de fraise de vin, 2 bouteilles à 10 €. C'est la demande que je remercie. Pas d'abstention, pas d'opposition, donc ils seront autorisés à les vendre. Point numéro 9, l'ADM numéro 1 du budget principal, donc prend en compte la révision du montant du FPIC qui était prévu au budget à hauteur de 430 000 et conformément à la délibération que nous avons prise précédemment, puisqu'il est pris à hauteur de 511 407 qui est la notification définitive du FPIC en totalité par la communauté des communes. Donc il est nécessaire, je ne vous fais pas le détail, de redispatcher le budget général de manière à pouvoir prendre en charge cette dépense supplémentaire. Pas de questions sur cet EDM? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne la convention à signer avec le SICTOM du Marsan qui prévoit à la demande de la commune de Homoko la mise en container enterré ou semi-enterré sur la commune de Homoko. Et comme c'est la communauté des communes qui a compétence en matière d'ordures ménagères, c'est avec nous qu'ils devront conventionner. Je ne vous refais pas l'histoire. Et puis après, il faudra que nous mettions en place un système de contribution de manière à ce que la charge résiduelle, avec l'accord de la commune de Homoko, soit répercutée en tant que de besoin. Des questions sur ce point-là ou des précisions que Gilbert ou Jean voudraient apporter? Comment ça marche? C'est comme fourni et vous achetez le trou. La commune a fait le trou et les trous. Vous faites des murs en béton? Non, c'est un trou.
le sol en forme de contrat, on fait un ouvrage à pierre ou un enroulé autour de l'école. Une fois qu'il est posé. Autre question? Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions à cette convention? Merci. Le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public des déchets, notamment du SICTOM en l'occurrence. Est-ce que parmi les délégués au SICTOM, il y en a qui veulent faire des commentaires sur ce rapport? Francis? Oui, non, mais est-ce que vous voulez les commenter? Moi, les autres qui ne siègent pas au SICTOM n'en maîtrisent peut-être pas toutes les subtilités. Moi, le premier. Non, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses particulières à... Non, mais s'il y a des choses particulières, je veux bien. Pas de questions? J'en ai une, non pas pour le SICTOM du Marsan, mais pour le SICTOM de la Chalosse. Je ne vois pas ce soir un vote sur la sectorisation qu'on devait avoir et qui n'est toujours pas là. Je vous propose de l'aborder en questions diverses, ce que j'avais prévu de faire. SICTOM, abstention, opposition. Je vous remercie. Point numéro 12, la création d'un poste de contractuel dont agent de voirie, l'un de nos agents en CAE qui se termine le 31 août, et conformément à ce que vous avez vu en bureau, je vous propose de créer un poste de contractuel pour une année. Alors, ne me dites pas qu'il faut qu'on les tranche avant le 31 décembre. Je sais, j'ai compris, ça fait partie du projet territoire, il faut aller vite, mais il n'empêche que le contrat c'est maintenant. Donc, moi ce que je vous propose, c'est de lui faire un an de contrat, comme ça on pourra utiliser les 7 mois de 2017 pour savoir si on le garde ou si on ne le garde pas. Alors je sais, ça ne fait pas un projet de territoire ça, mais fonctionnellement, ça me semble plus logique. Ce poste-là, c'est actuellement... Non, le gars, il existe, il est dans CAE, donc il faut modifier son contrat. Donc il faut... Et non, on ne peut pas non, au bout d'un moment, les CAE ont tout leur charme, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas cher, et puis il y a des moments, quand on veut garder l'agent, ça s'arrête. Il peut y avoir d'autres politiques de CAE. On va être clair avec les CAE en disant qu'il y aura 2 années de formation pour renforcer leur employabilité. Là, il y a un carrière. Dans le privé, donc on peut remplacer un CAE par un autre CAE. Malheureusement, c'est fait aujourd'hui pour qu'on garde des CAE, puisque c'est l'État en train de monter à sa charge. C'est la même première. Oui, c'est Thomas, alors je ne sais jamais lequel des deux c'est. Thomas Mas. Les deux jeunes. Alors personnellement... Est-ce que c'est vraiment un besoin? Donc on peut se poser la question... Toutes les questions peuvent se poser, on est là pour ça. On peut se poser la question avec le regroupement d'autres communautés de communes qui fait quand même, Madame le préfet le rappelait aussi, la gastronomie, et elle disait, je me souviens la dernière fois qu'elle est venue, elle disait 3 directeurs et 3 assistants. Et ça on est sûr. 3 présidents aussi, il n'y en aura plus qu'un, ça on sait. Non, mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas dans les efforts de communauté des postes équivalents pour prendre... Non, mais le choix qui vous est proposé, alors je vais redire ce que j'ai dit en bureau, justement, n'obère pas des choix qui seront faits. Moi, c'est très simple, l'année prochaine, on choisit de le garder, ce service, on choisit de ne pas le garder, de l'étendre. Si on veut l'étendre, il en faudra 7 ou 8 et non pas 4, gars. Si on veut le supprimer, il en faudra 0. Je ne vous propose pas de créer un poste permanent qui crée une charge définitive, je vous propose que l'on se donne les moyens de faire fonctionner le service tel qu'il existe aujourd'hui. Quant à la course perpétuelle derrière un CAE, ça pose un petit problème, c'est qu'une fois que vous avez formé un gars, que vous lui avez payé le permis poids lourd, les cassettes qui vont avec, moi je veux bien
Donc financièrement, c'est kiff-kiff. Parce qu'on va reprendre un CAE, on va lui repayer un permis de poids lourd, on va truc, ça va nous coûter moins cher que l'année. Oui, il peut se négocier partout, mais en l'occurrence, c'est nous qui l'en payons. Mais la précarisation perpétuelle me gêne quand même un peu. Donc, concernant la création de ce poste de contractuel avec à la clé donc, un contrat de 1 an qui courrait du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc nous le créerons et nous le garderons au moins 1 an. L'ordre du jour sur les délibérations est épuisé. Le compte rendu des décisions, avant de passer aux questions diverses, donc comme je vous en avais informé en bureau, donc dans le compte rendu des décisions au 9 juin, j'ai intenté une démarche auprès du TGI de Mont-de-Marsan aux fins d'annulation de la vente du terrain qui était prévu pour la salle de basket. Je ne sais plus ce que je vous en avais dit en bureau, la réponse, j'attendais, je crois, la réponse d'Arnaud qui est venu entre-temps et donc qui a débouché sur cette démarche-là. Au budget annexe de la ZEDA de Guillaume, nous avons renouvelé un prêt relais pour 2 ans qui couvre les frais courants jusqu'à vente des terrains et puis qui sera remboursé au fur et à mesure des ventes qui interviendront, dont une, pour mémoire, devrait être signée, l'acte définitif, au mois de septembre. Alors, le plan de délibération que l'on avait pris concernant la SCI à Dourval. Le 6 juillet, il y a eu dans la décision dont je faisais part tout à l'heure de retenir le cabinet Solia pour l'OPAH et le PIG. Et le 7 juillet, le renouvellement du bail pour 2 ans du local occupé actuellement par la médiathèque. Renouvellement avec une légère extension puisque nous disposons d'une salle supplémentaire qui permettra à l'équipe en place de réaccueillir les classes. Dans l'ordre du jour que je vous avais soumis en bureau, il y a effectivement 2 délibérations qui... Oui. Moi, je suis un peu surpris de découvrir qu'on renouvelle pendant 2 ans ce lieu à la médiathèque qui nous a prouvé son inaptitude, puisqu'il y a une chute très forte de la fréquentation du fait de son positionnement en dehors de la ville, dans un lieu qui n'est pas du tout adapté pour ce type de service public. Moi, j'avais compris que dans l'année, on réfléchirait à quel pourrait être le lieu public adaptable pour une future médiathèque. Parce que qu'on fusionne avec 2 autres territoires qui ont déjà des médiathèques ou qu'on ne fusionne pas, il faudra bien une antenne sur Saint-Sevé, une médiathèque. Et donc, moi, je suis un peu surpris qu'on prolonge de 2 ans. Alors, on peut se dire que c'est la durée des travaux, mais je ne comprendrais pas qu'on se quitte cette année sans avoir avancé dans la réflexion d'où est-ce qu'on trouve les 800 ou 900 mètres carrés nécessaires à une médiathèque. C'est les catastrophes pour la ville. Les gens sont pas pour la ville seulement, pour le territoire. Pour le territoire, c'est une catastrophe. Marcel, juste une question. C'est vous, M. Bonfort, qui travaille avec Marjorie? Qui a été habilité à travailler sur des nouveaux projets en cœur de ville, on en est où? Je sais pas. On devait avancer sur la réflexion. Je ne pense pas que je puisse répondre avec la précision nécessaire qu'aurait eu Marjorie en l'état, puisqu'elle n'est pas là ce soir. Il y a en cours, puisque ça a démarré là il y a 8 ou 10 jours, avec l'accompagnement de la médiathèque départementale,
une étude qui vise à requalifier le programme que nous avions établi sur le seul périmètre du Cap de Gascogne au vu du projet de fusion. En gros, est-ce que ça change le programme et si oui, dans quelle mesure? Le rendu de cette étape-là est prévu pour début septembre, courant septembre. Donc à ce moment-là, nous saurons de quoi nous avons besoin et nous aurons tout loisir de réfléchir où nous en avons besoin. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais sur ce qui est la réflexion, les éléments de réflexion qui sont entamés ou qui vous seront soumis, il y a une analyse, je dirais, préalable et technique. Parce que pour réfléchir à l'ensemble du territoire, il faut savoir ce qui existe fonctionnellement ailleurs. Et en quoi est-ce que ça modifie le programme d'investissement qui était initialement prévu. Même s'il y a une bibliothèque à zone, je ne vois pas les enfants qui sont autour de Saint-Sevé aller à la zone chercher des livres. Je ne vous ai pas dit qu'ils iraient chercher les livres à jaune. Je vous ai dit qu'on réétudiait pour savoir si ça changeait la donne. Je ne vous dis même pas que ça va la changer. Je vous dis que c'est en train d'être regardé. Ce choix est un très mauvais choix. Eh bien, ça en fait un de plus. Quoi qu'il en soit, je me souviens bien qu'on avait dit que dans la doc, ça serait bien qu'on arrive avec le projet à minima dans le district. Je me souviens bien qu'on avait dit. Ah, d'accord. Sur les points. Parce qu'on aurait très bien pu rapatrier dans l'ancienne bibliothèque. Le chauffage marche pas, mais faut utiliser le coup de chauffage. C'est pas pire quand même. Je vois bien l'utilité, mais bon. Mais au moins, ça sera en cœur de ville, des écoles pourraient y aller à pied, des personnes âgées pourraient s'y rendre à pied. Oui. Et en bas, on ne peut pas s'y rendre. En termes de sécurité, le président, il signera l'autorisation de réintégrer, je vous le dis de suite. C'est un bâtiment qui appartient au maire, c'est le maire qui signe tous les étapes des commissions de sécurité. J'en ai même signé un avis défavorable. Lors de mon mandat à l'EHPAD, on a vécu avec un avis défavorable pendant 3 mois. Oui, oui. Ce choix d'une médiathèque pendant 2 ans de plus dans ce lieu est contraire à toute politique de lecture publique. D'autres commentaires? J'aurais aimé qu'on puisse étudier cette question. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas temporairement une autre solution? Concernant les points... Il y avait une commission Oui. médiathèque avec Marjorie à la tête. Elle aurait pu réunir la commission pour que la commission soit au courant de ce choix avant qu'il soit pris. Ça aurait été un travail utile. Concernant les points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, donc il y en a 2. La convention de maîtrise d'ouvrage, de partenariat de maîtrise d'ouvrage Morlane, Côte de Morlane avec la commune de Saint-Sevé. Je vous la présenterai quand j'aurai un projet complet à vous présenter avec une estimation, un maître d'ouvrage, un calendrier. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je ne vous le présente pas. Concernant le dernier point que j'avais évoqué avec vous en bureau, qui est la proposition, la demande de réflexion en zonage au niveau du SIETOM, il y a plus que l'imbroglio qui me gonfle, donc je vais d'abord traiter ça. Il faut une délibération, il ne faut pas une délibération, donc à l'issue de ce conseil, je vous transmettrai le dernier courrier en date de Madame la Présidente, qui ne fait aucunement mention d'une délibération nécessaire pour que le SIETOM s'empare de la question. Après, oralement, il me la fallait, il ne la fallait pas, finalement, il la faudrait. Donc, la solution, elle est très simple, mes chers amis. Je n'ai pas pu l'avoir aujourd'hui, mais je l'aurai demain ou après-demain. Je vais demander à la Présidente de me mettre par écrit ce qu'elle souhaite, pour que le zonage soit étudié. Il faut une délibération, il n'en faut pas, moi ça m'est égal. J'ai pris mes responsabilités, j'ai demandé, et je vous transférerai ces courriers en même temps, j'ai demandé à ce qu'il y ait une réflexion sur le zonage. La dernière réponse écrite et donc que je tiens pour avérée, c'est que le SIETOM s'empare de la question. Apparemment,
il y a quand même quelques tergiversations sur la nécessité que cette demande soit appuyée par une délibération. En tant que de besoin, si elle est nécessaire, je vous la soumettrai. Voilà pourquoi est-ce qu'elle ne figure pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors je ne sais pas, moi je ne siège pas au bureau du CIETOM, est-ce que ça a été évoqué ou comment? Je crois que Jacques y siège maintenant. J'ai pas encore eu l'occasion de siéger parce que c'est intéressant. C'est le bureau où j'ai siégé, je n'étais pas disponible à ce moment-là, mais enfin, dans l'instant, moi j'en ai parlé plusieurs fois avec la présidente, et elle, j'ai toujours entendu dire qu'il nous fallait une délibération de la communauté du Cap de Gascogne. Voilà, moi c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais moi aussi, elle me l'a dit, puis dire. Chaque fois que je lui en parle, elle me dit j'ai toujours pas de délibération. Alors, je vais faire simple. Non, mais c'est pas à nous de trancher si l'on commune ou pas. Moi, je suis pragmatique. Le dernier courrier en date 13 avril, dans le cadre, Monsieur le Président, dans le cadre de l'affaire cité un objet institution de zonage pour la taxe dans les paiements des ordures ménagères. Alors, on vient de la même chose. Dans le cadre de l'affaire cité un objet, j'ai l'honneur d'accueillir réception de votre courrier ci-dessus, référencé, dans lequel vous demandez qu'une étude soit lancée afin de déterminer un zonage tarifaire sur l'ensemble du périmètre du CIETOM pour la taxe dans les ordures ménagères. Et donc ma demande initiale. Je prends note de votre demande et vous informe que le bureau du CIETOM sera saisi de cette requête lors de sa prochaine réunion, soit le 12 mai 2016, et prendra notamment en attache les services fiscaux afin d'obtenir des éclairages sur ce thème. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, patati patata. Donc moi, aujourd'hui, on écrit ça, on me dit qu'il faut une délibération, il n'en faut pas, je m'en fiche. S'il en faut une, je vous la soumets. Mais juste qu'on arrête de nous prendre pour un train, on n'écrit pas ça. Pour me dire après il faut une délibération, il ne la faut pas, il ne la faut peut-être. Je vais demander au niveau de la ville s'il en faut une, on traîne qu'elle me dise il nous faut une délibération qui appuie la demande originelle, je vous la transmettrai. Le CIETOM a jusqu'au 31 octobre pour statuer sur un zonage tarifaire de modification fiscale doit être délibéré avant le 31 octobre. Donc comme on se verra tous les premiers jours de septembre, s'il y en a besoin, et que j'ai cette demande de confirmer que j'y vois enfin clair, elle vous sera transmise. Sinon, je considère que le CIETOM s'est déjà saisi de la question du égard au courrier que je viens de vous porter à votre connaissance. En mode autoritaire, je dis nous complétons en fait ces compilations. Non, mais voilà, en quoi le fait que nous exprimions un vote sur le sujet ça aurait été préjudiciable à quiconque. Nous, si on siège ici, à partir du moment où c'est une compétence communautaire, c'est pour aller nous mettre notre avis sur le plus. Mais on va le temps. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez épuiser? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses que vous souhaitez aborder? S'il n'y en a pas, je vais rendre la parole à Patrice. Je le remercie encore de son accueil. Patrice. Écoutez, c'est Monsieur le Président. C'était là-bas. Bon, écoutez, la communauté est heureuse de vous inviter à vous désaltérer. Bon, en fait, elle a besoin. Et je vous dis à la rentrée prochaine, je ne sais pas si c'est prévu avant, non. Ah, les fêtes de Montgaillard aussi, merci à vous. Début août, juste après la grève. Donc, vous êtes invités toutes et tous à venir nombreux à participer aux festivités. Et vous pouvez très bien commencer en attendant les Mont-Marsan qui sera les autres. Allez, je vous invite à m'approcher. N'oubliez pas de signer le registre.